C'est un véritable couteau suisse du conseil en investissement. Je peux en souscrire en direct, je peux souscrire en démembrement, je peux souscrire en assurance vie. La performance en fait en moyenne des SCPI par rapport aux autres classes d'actifs, elle est intermédiaire entre les actions qui sont plus rentées mais plus risquées et puis les obligations investment grade, donc les bonnes obligations qui sont moins rentées mais en général moins volatiles. L'immobilier, locatif, SCPI, ça ne doit être qu'une diversification, quoi. C'est une partie. Et on ne fait pas tapis sur un produit. On en prend plusieurs. On ne fait pas 100% remake, faut arrêter, quoi. Ça va rebattre les cartes. Pas demain, peut-être après-demain, et sans doute en fait dans le futur lointain. À mon avis, ça va changer le paysage des SCPI. Bienvenue dans Secret d'investisseur, l'émission qui décrypte les meilleurs placements pour bien investir son épargne et gérer son patrimoine. Aujourd'hui, on va parler de la SCPI, donc des SCPI, les secrets en fait d'une SCPI performante, les tendances sur le marché immobilier et sur le marché des SCPI. On va parler aussi du modèle de SCPI sans frais de souscription. Et pour en parler, je suis aujourd'hui avec Nicolas Carte, donc président et cofondateur de Remake. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. Est-ce que tu peux te présenter Remake ? Bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis Nicolas Carte, j'ai un peu plus de 20 ans d'expérience dans le monde de la gestion d'actifs, essentiellement réglementée, gestion d'actifs immobiliers. Donc, j'ai géré pendant de très nombreuses années des fonds immobiliers, plutôt destinés à la clientèle particulière. Et non pas la clientèle institutionnelle. Et ce qui fait qu'on a développé, avec David, mon associé, deuxième cofondateur de la société de gestion, qui s'appelle Remake Asset Management, et qui finalement fait la synthèse un petit peu de notre carrière. Des groupes très gros, très importants, qui ont le mérite de développer, une technique, de développer un savoir-faire, de savoir raisonner, poser les chiffres, et donc prendre des décisions éclairées. Et non pas des décisions sur un coup de tête. Petit inconvénient des grosses sociétés aussi, c'est que c'est plus lent. Donc les décisions sont plus longues à prendre. Généralement, les grands groupes ont du mal à innover parce que c'est aussi une responsabilité qu'ils ont un peu plus de mal à prendre. Et donc, chemin faisant, en fait, avec David, on est arrivé à un moment où notre expérience dans l'immobilier, la réglementation, la distribution, fait que toute cette expérience, on pouvait la mettre à profit de la création d'une nouvelle société de gestion et puis s'entourer de directeurs associés. Il y en a 5 aujourd'hui dans la société qui ont tous une expertise dans les différents métiers nécessaires d'une société de gestion pour créer Remake Asset Management. Donc Remake a été créé en 2022, c'est ça ? Voilà, donc Remake a été créé en 2022. Donc relativement c'est jeune SCPI, voilà, même si société. C'est ça, même si on a des kilomètres au compteur et que l'épine dorsale de la société de gestion est constituée de directeurs associés qui ont une grosse expertise, ce qui fait d'ailleurs un marqueur de Remake Asset Management en tant que nouvelle société de gestion, c'est qu'elle est composée de cadres expérimentés dans leur métier. Ce qui peut faire une différence par rapport à nos confrères, jeunes confrères. Et donc du coup, dans cette société de gestion Remake, il y a la SCPI Remake Live. Oui. Pourquoi avoir créé une SCPI ? Pourquoi ce modèle de la SCPI ? La SCPI, alors elle a un paramètre spécifique, c'est qu'elle est sans frais d'entrée, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais ça faisait effectivement écho à ce constat que nous avions à l'époque en 2022. En 2022, il y avait 3 types de produits destinés à la clientèle particulière, en immobilier évidemment. Il y avait les OPCI grand public, qui sont plutôt un produit de type bancaire, qui était facilement assimilable en assurance vie, qui a été beaucoup commercialisé, qui ont quasiment disparu de l'offre aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître, même si le produit est bon, il y a des difficultés à gérer ce type de produit. Il y a aussi également les SCI, les sociétés civiles, donc qui sont uniquement investissables en assurance vie, qui ont eu un gros succès entre 2018 et 2022, puis aujourd'hui qui ont un petit peu disparu, il faut quand même le reconnaître aussi. Puis il ne reste plus que la SCPI, qui a été créée dans les années 60, qui est même antérieure aux OPCVM, au fonds classique, actions, obligations, qu'on a failli assassiner, on a voulu assassiner 3 fois, et puis qui sont encore là. Et qui finalement, en fait, arrivent à passer ces crises-là. Quand on a créé la société de gestion, assez naturellement, le premier produit qu'on a voulu promouvoir, c'est la SCPI, parce que, en fait, même si elle semble archaïque par son histoire, par ses spécificités, sa fiscalité, c'est un véritable couteau suisse du conseil en investissement. Pourquoi ? Parce que je peux en souscrire en direct, je peux souscrire en démembrement, je peux souscrire en assurance vie. Et donc, du coup, cette offre SCPI, dans les mains de l'investisseur, elle peut prendre différentes formes, notamment en termes de revenus, de fiscalité. Et donc, on a voulu utiliser cette enveloppe-là pour commencer, ce qui ne préjuge pas de ce qu'on fera par la suite, mais qui nous semble être l'outil le plus idéal pour développer nos convictions. Oui, c'est vrai que la SCPI, parfois, elle souffre de préjugés, fiscalité élevée, frais élevés. Ouais. Et c'est vrai que, avec le modèle sans frais, on va en reparler, ça peut du coup rebalancer les cartes. Et aussi, comme tu le dis, démembrement, assurance vie, on peut l'avoir quand on est aussi chef d'entreprise dans une société. Tout à fait. C'est vrai que fiscalement, on peut faire beaucoup de choses. C'est possible d'aller plus loin quand même que juste revenu foncier, plus c'est-à-dire à tranche marginale d'impôt jusqu'à 45%, plus 17,2 de prélèvements sociaux, ça peut faire très mal. Sans oublier que la fiscalité pour les revenus de droit étranger, eux, ne souffrent pas de prélèvements sociaux, sont soumis à une espèce de flat tax locale
donc du coup une fiscalité allégée. Donc il y a plein de paramètres qui font que du produit initial, le produit qui est dans les mains de l'investisseur en fait n'est plus tout à fait le même. C'est ça. Un vrai couteau suisse. Oui, ça peut vraiment être très différent. Une SCPI française taxée à plus de 50% versus une SCPI qui investit à l'étranger ou dans une assurance vie ou démembrée. On peut vraiment optimiser les choses. Donc c'est pour ça finalement que vous avez choisi ce modèle SCPI qui est pour toi un couteau suisse. Exactement. Et deuxième chose, c'est que nous promouvons finalement le conseil du conseiller en gestion de patrimoine. Je pense que souscrire en direct dans une SCPI sans être conseillé, c'est parfois un peu compliqué parce que, comme on l'a dit, la façon dont j'investis dans la SCPI, assurance vie, démembrement direct, effet de levier, etc., ça, c'est du vrai conseil qui doit être valorisé. C'est la raison pour laquelle, deuxième marqueur, en fait, on ne fait pas de B2C chez Remake. C'est-à-dire qu'on n'achète pas la SCPI au cul du camion. Non, on l'achète systématiquement chez un distributeur, chez un conseiller en gestion de patrimoine parce que tout simplement, on valorise le conseil. Ce qui ne coûte pas plus cher d'ailleurs à l'investisseur, il faut quand même le répéter. D'ailleurs, full disclosure, donc c'est Investir Conseil et partenaire de Remake Live, au moins on est clair là-dessus. Donc c'est une SCPI moi que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je suis aussi investisseur à titre personnel. Voilà, comme ça, full disclosure, j'ai dit toutes mes positions sur Remake. Du coup, quand vous êtes arrivé sur le marché, quel a été pour vous le positionnement que vous avez voulu avoir à ce moment-là ? Parce qu'il y avait déjà, aujourd'hui, il y a plus de 200 SCPI. Ouais. Qu'est-ce que vous avez voulu apporter sur le marché ? On ne va pas faire du révisionnisme. En 2022, fin 2021, quand on a présenté le produit à l'autorité de régulation, on ne savait pas que Poutine allait envahir l'Ukraine. Soyons clairs. Donc jamais on dira oui, on a eu du flair, on savait que c'était le moment d'entrer. Pour une simple et bonne raison, c'est que en fait, faut pas oublier qu'une SCPI à capital variable, c'est une SCPI potentiellement qui peut grossir très fort, très vite, très loin. Donc on peut se retrouver avec des mastodontes qui font plusieurs milliards d'euros. Alors évidemment, c'est succès qu'on peut se donner, mais attention, danger, c'est que lorsque vous avez un fonds qui collecte en permanence, le fait de dire je vais pouvoir arrêter ma collecte, juguler ma collecte, et puis redémarrer quand le moment opportun existe pour réinvestir dans de bonnes conditions, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce qu'en fait, on sait très bien, les particuliers, que nous sommes tous, on a un comportement assez moutonnier, c'est-à-dire qu'on va faire ce que les autres font. Et donc, il y a un effet d'accélération qui fait qu'on va beaucoup collecter quand le marché est chaud. Faut pas s'étonner, 2022, plus de 10 milliards de collectes sur les SCPI, c'était le moment le plus cher de l'immobilier commercial en général. Ça ne veut pas dire qu'on a mal acheté, c'est juste que l'immobilier valait cher en fait à ce moment-là. La collecte était là. Et du jour au lendemain, on est passé en 2022 avec des niveaux de collecte beaucoup plus bas, autour de 3 milliards d'euros, concentrés sur un nombre d'acteurs beaucoup plus petits. C'est précisément dans ce moment de marché qu'il y a de réelles opportunités à faire. Donc le problème de la SCPI, c'est qu'elle collecte beaucoup quand il ne faudrait pas. Donc, ce qu'il faut, et on ne pourra pas le changer, c'est de donner à la SCPI les outils pour pouvoir manœuvrer son investissement comme bon lui semble. C'est-à-dire d'aller dans les pays, dans les secteurs sur lesquels la société de gestion estime que il y a une anomalie de marché, il y a des rendements à aller chercher. Et donc, par conséquent, nous, notre troisième marqueur, c'est que on n'aime pas trop les SCPI à capital variable thématiques. Parce que quand vous avez une thématique qui est intéressante à un instant donné, on va prendre au hasard la logistique au moment du Covid, il fallait tous faire de la logistique, c'était vachement bien, parce que e-commerce, etc. Le commerce vivant est mort, donc on va faire la logistique. Oui, très bien, sauf qu'à un moment donné, les prix en fait sont élevés parce que beaucoup d'investisseurs ont ce comportement. Du coup, les taux de rendement baissent, donc on achète à des taux de rendement plus bas. Et donc, on se prend, la logistique, c'est pris des corrections de valeur de 20 à 25%. Même si fondamentalement, l'outil, le produit est bon. Donc, investir dans une thématique géographique et sectorielle trop étroite et avoir finalement un succès parce que le produit est bon et beaucoup de collecte, vous investissez beaucoup d'argent dans un marché qui est petit. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous créez une situation d'inflation. Vous achetez plus cher vos actifs parce que votre épargne, en fait, finalement, crée cette inflation. Donc, moralité, une SCPI à capital variable, comme les Remake Live, comme le sont d'autres, elle doit être diversifiée. Et alors ça, j'enfonce une porte ouverte, oui, bien sûr, mais c'est pas diversifier en nombre d'immeubles. C'est diversifier sectoriellement, ça c'est pas mal, c'est déjà bien d'être diversifié sectoriellement. Je pense que le plus gros facteur de diversification des risques, donc éviter qu'on ait trop de collecte, marché trop étroit, risque de pays, c'est la géographie. C'est-à-dire qu'on va aller parier sur des zones géographiques en fonction des cycles pour aller orienter la collecte sur les marchés qui sont les plus délaissés. Plus un marché est délaissé, plus il est intéressant. Plus un marché est compétitif et vu, plus il est cher, et donc nous, plus on recule. Voilà, donc la diversification géographique sur un fonds ouvert, pour nous, c'est la bonne chose à faire. Un fonds thématique trop fermé sur un fonds ouvert, ça peut être assez catastrophique dans certains cas si le marché devenait trop étroit. Donc voilà. Donc oui, l'idée, c'est d'avoir une profondeur de marché importante
Oui. Et donc, s'il y a on va dire, de la logistique où il n'y a plus d'opportunités, où ça se paye trop cher, on peut aller sur d'autres secteurs. Mais plus loin que ça, si en France, il n'y a plus d'opportunités, vous allez en Allemagne, en Irlande ou en Espagne. Exactement. Faire du bureau en 2010, c'était une bonne idée. Faire du bureau en 2022, c'en est toujours une bonne. Hein. C'est simplement que l'acheter en 2021, c'était peut-être pas une bonne idée rétrospectivement. Ça redeviendra une bonne idée. Le problème, c'est qu'on ne peut pas enfermer un client dans une thématique en fait qui devient négative. Ah, je veux sortir. Non, vous pouvez pas. Et donc, vous allez prendre la perte. Donc ça, nous, on veut pas en arriver là. Ça pose aussi une difficulté. C'est que faire une SCPI diversifiée européenne, c'est avoir les compétences pour aller chercher les actifs là où ils sont. Alors, il se trouve qu'on a développé dans l'équipe beaucoup d'investissements à l'étranger historiquement, donc on a les méthodes en fait pour le faire. C'est courageux aussi, parce qu'il faut aller chercher les immeubles à l'autre bout de l'Europe. C'est plus facile d'aller en Île-de-France, prendre le RER et d'aller acheter un immeuble de bureau en première couronne, pour être tout à fait franc. Et du coup, c'est plus exigeant. C'est plus exigeant. Et le deuxième chose, c'est que l'acte de vente est plus compliqué. Quand tu te retrouves face à un client qui a envie de faire de l'immobilier, il va dire tiens, je vais prendre la meilleure SCPI de commerce, la meilleure SCPI de logistique, puis je vais faire mon panier, puis je vais créer en fait un bon produit, un bon mix. Oui, c'est vrai, techniquement ça marche, sauf qu'on le sait, il y a un biais comportemental chez les clients particuliers qui fait que quand on a 3 fonds qui marchent et un qui marche pas, on va les gueuler sur celui qui marche pas en disant tu m'as fait acheter des trucs qui sont pas bons. Et donc à la fin, ça bloque quand même. Donc nous on préfère du diversifié, qui a l'inconvénient, c'est que quand vous n'avez pas de track record, quand vous n'avez pas d'historique de performance parce que vous lancez un fonds, vous ne vendez qu'une promesse. C'est-à-dire que je vais pouvoir vous dire ce que j'ai acheté il y a 3 mois, il y a 6 mois. Par contre, je serai incapable de vous dire ce que j'achèterai dans 6 mois. Parce qu'en fait, je vais pouvoir changer de géographie techniquement, je vais pouvoir changer de thématique et je vais être très opportuniste. Donc finalement, quand on vous propose une SCPI à capital variable diversifiée, il faut croire dans la capacité du gérant à déployer et à pivoter très rapidement d'un pays à l'autre. Le bon côté finalement de la SCPI diversifiée, en tout cas c'est ce que je trouve, c'est que la SCPI de base c'est un véhicule diversifié avec plusieurs biens, mais là on va avoir aussi plusieurs secteurs, plusieurs régions, plusieurs zones géographiques. Et donc ça nous fait vraiment un produit bien diversifié qui n'a pas tous ses œufs dans le même panier ou tous ses biens dans la même région. On en parlait aussi fiscalement, à l'étranger ça peut être plus clément pour l'investisseur in fine. Et du coup, aujourd'hui, quelles sont un petit peu votre vision sur le marché ? Quel pays vous intéresse plus qu'un autre ou quel secteur vous intéresse plus qu'un autre ? Alors nous, notre terrain de jeu, c'est l'Europe. Donc on n'a pas vraiment de frontières. On a certains pays qu'on évacue pour des raisons techniques. C'est-à-dire qu'une SCPI a du mal à investir dans certains pays parce que ça exige de passer par des véhicules locaux, des sociétés locales qui, jusque récemment, en fait, étaient interdites dans les SCPI pour des raisons purement légales. C'est bon. Donc il y a certains pays qui n'étaient pas accessibles en fait à la SCPI. Deuxième chose, il y a encore 20 ans, les conventions fiscales entre la France et les différents pays d'Europe, parfois il y avait un manque de clarification sur le traitement fiscal des produits immobiliers localement pour un investisseur français. Or aujourd'hui, tous les pays d'Europe et aussi un certain nombre de pays dans le monde ont des conventions fiscales qui décrivent à quelle façon, à quelle sauce vous allez être mangé pour avoir de l'immobilier à l'étranger, fiscalisé localement et comment il est rapatrié. Troisième chose, grâce justement à ces conventions fiscales, il n'y a plus de double niveau de taxation. Il y avait il y a encore quelques années, certains pays où vous investissiez dans l'immobilier localement, où vous payez en fait une taxe locale pour franchir la frontière et vous arrivez en France, boum, de nouveau un impôt. Donc de l'impôt sur l'impôt, ça commence à devenir en fait un peu pénalisant pour la performance. Tout ça a été nettoyé de telle sorte aujourd'hui que la SCPI, elle peut aller dans quasiment tous les pays qu'elle souhaite. Et comme elle est transparente fiscalement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et que l'impôt en France c'est quand même quelque chose. Il faut savoir que la France est le pays sur les traitements des revenus fonciers qui est le plus cher, le plus mauvais. Dans les autres pays d'Europe, on n'est pas au taux marginal d'imposition, il n'y a pas de prélèvements sociaux. On est généralement à la flat tax, c'est-à-dire qu'on considère qu'un investissement immobilier, c'est comme un investissement action et c'est fiscalisé de la même façon, ce qui est quand même beaucoup plus simple. En France, c'est pas le cas. Donc effectivement, aller chercher à l'étranger de la performance et en plus avoir une fiscalité plus faible, c'est quand même assez opportun. Donc notre terrain de jeu, c'est l'Europe. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que globalement, on est tous orientés à peu près de la même façon d'un pays à l'autre par rapport à la politique de la Banque Centrale Européenne. Ce qui a fait en fait les difficultés d'un certain nombre de SCPI entre 2022 et aujourd'hui, les baisses de valorisation et les problèmes de liquidité qui s'en sont suivis. Après, je ne sais pas si c'est l'œuf ou la poule et l'œuf, mais en tout cas les deux en fait existent. C'est la remontée des taux brutale. Février 2022, Poutine envahit l'Ukraine, crise sur les matières premières, envolée de l'inflation. Du coup, on augmente les taux d'intérêt à des niveaux très élevés. On est même monté plus fort qu'à l'époque de la crise financière de 2008 à 2010. Donc le mouvement a été particulièrement énorme. Donc quand les taux d'intérêt en fait remontent, par effet mécanique, par effet économique, la valorisation des actifs baisse. Et donc c'est
complètement normal que ce qu'on achète en 2022 100 € vaille, dans certains cas, 60 € aujourd'hui. Parce que c'est tout simplement ce que le marché exige en termes de prix pour acheter cet immeuble. Et donc, du coup, ça, c'est un phénomène un peu généralisé en Europe. C'est-à-dire qu'il y a une baisse des valos qui est liée à l'augmentation des taux d'intérêt. Alors, bonne nouvelle, les taux d'intérêt rebaissent. Donc, cette mécanique de baisse des prix liée à la hausse des taux, elle va pouvoir avoir un effet peut-être inverse à venir. Pour l'instant, on n'est pas encore là, mais les choses sont en train de se dessiner. Et puis, deuxième chose, c'est que d'un pays à l'autre, on peut avoir des cycles, des ondulations en fait, de cycles qui ne sont pas tout à fait les mêmes. On a des pays qui sont très réactifs à l'augmentation des taux, les pays anglo-saxons, les pays de culture anglo-saxonne, je mets les Pays-Bas par exemple dans ce régime-là. C'est-à-dire que quand les taux vont monter, les acteurs de l'investissement immobilier, les gérants de fonds, les gros investisseurs instituts, ils vont marquer les baisses de prix beaucoup plus rapidement. Vous avez vu, dans les SCPI, il a fallu attendre 2023 pour commencer à voir les baisses de valorisation des SCPI, alors que l'événement, c'est février 2022. Du coup, il s'est passé 1 an avant qu'il commence à se passer quelque chose, tout simplement parce qu'on valorise qu'une fois par an dans les SCPI. Alors dans les OPCI, c'est tous les trimestres. Ça veut dire qu'il faut attendre un certain temps avant que la SCPI acte la baisse de valorisation. Et en plus, si je rajoute un élément supplémentaire, il vous faut 6 mois pour investir en France. Entre le moment où vous recevez un dossier et le moment où vous allez devant le notaire, ça peut être jusqu'à 6 mois. Donc, si vous demandez à un expert immobilier de valoriser en décembre votre patrimoine, il va regarder les transactions qui sont faites en novembre, donc le mois d'avant, puis comparables, sauf que ces transactions en novembre, elles ont été dealées 6 mois avant, donc en mai. Donc c'est-à-dire qu'en décembre, je vais être finalement sur des niveaux de valorisation de ce que j'avais négocié en mai. Et du coup, c'est ça qui va marquer la nouvelle valorisation du fonds immobilier. Donc on voit que toute cette lenteur dans le calage en fait, des valorisations, qui est complètement conforme à la réglementation et à la loi, il n'y a pas de vice, c'est simplement que la lenteur des valorisations dans des pays comme la France ou même l'Allemagne fait que la courroie de transmission entre le marché et la valorisation de la SCPI prend du temps, ça a pris du temps. Bon, dans les pays anglo-saxons, ça va très vite, c'est-à-dire qu'on acte tout de suite la perte. Et c'est intéressant parce que quand vous êtes investisseur net, vous avez de l'argent à investir, vous n'avez pas à attendre 1 an pour trouver les bonnes affaires. Vous les avez tout de suite. Et donc, on a des pays comme ça, Pays-Bas, Angleterre, Irlande, qui ont été en fait les premiers à acter une baisse et sur lesquels, on a pas mal investi au démarrage. Aussi un peu l'Espagne, ça a été moins le cas par la suite. A contrario, est-ce qu'on a fait beaucoup de France sur IMEC ? Non. Est-ce qu'on a fait de l'Allemagne ? Quasiment pas. C'est maintenant qu'on va commencer probablement à en faire parce que ça y est, le marché a acté en fait une baisse des valos. Donc c'est ça, les marchés européens en fait, ils sont globalement dans la même mouvance. C'est juste que les différents acteurs dans ces pays-là agissent de façon pas tout à fait coordonnée et donc les opportunités d'investissement sont pas forcément au même endroit chaque année. Donc je dirais que ça a été jusqu'à présent les économies d'obéissance anglo-saxonne. Ça peut être, à partir de demain, des pays comme la France et l'Allemagne, qui aujourd'hui ont acté les baisses de valorisation. Et est-ce que le fait que certains pays, les taux soient variables plutôt que fixes, comme on a l'habitude en France, donc j'emprunte sur les taux bancaires, oui. Oui, les taux bancaires, donc j'emprunte sur 20 ans pour acheter mon bien immo, j'ai un taux à 2%, ça ne changera pas. Si, évidemment. Là où dans d'autres pays, c'est variable en fonction des taux en vigueur. Ouais. Donc ça, quel est l'impact de ce paramètre ? Alors, il y a eu un énorme impact pendant la grande crise financière entre 2008 et 2010, que c'est effectivement les économies anglo-saxonnes, et notamment en Amérique, mais aussi au Royaume-Uni. Il y a eu énormément de casse sur ces types d'investisseurs-là, qui s'étaient financés en fait à crédit à taux variable, sur des quotités de crédit importantes, voilà, je sais pas, 60, 70, 80% de taux de dette. Ça veut dire que si votre immeuble ne perd que ne serait-ce que 15 ou 20%, ce qui n'est pas scandaleusement élevé, vous avez perdu tout votre equity. C'est-à-dire que vous, investisseur, votre capital, il a disparu. Il ne reste plus que la dette, quoi. Et donc, il y a eu énormément de casse entre 2008 et 2010 dans ces pays qui étaient plutôt à taux variable, même s'il y a des instruments de couverture du risque de taux. Moins maintenant. On voit au Royaume-Uni quand même que les quotités de crédit, c'est plutôt 50-60%, que ça s'est un peu calmé, voilà, fort heureusement. Mais quand même, ça a déclenché en fait une hausse considérable en fait des intérêts de la dette. Si en plus je dois l'amortir et qu'en face j'ai un actif qui peut souffrir au niveau locatif, c'est-à-dire qui génère plus autant de loyer parce que le locataire est parti, j'en sais rien, ou parce que j'ai acheté une opération spéculative et j'ai pas réussi à la louer. Là, effectivement, qu'est-ce qui se passe ? La banque arrive en disant il va falloir que tu remettes de l'equity ou alors au pire, je reprends l'immeuble. Et là, ça veut dire que moi, en tant qu'investisseur, j'ai perdu mon investissement complètement. Et c'est la banque qui récupère l'immeuble. Effectivement, dans les économies anglo-saxonnes, cette courroie de transmission entre les taux d'intérêt bancaires et la valorisation est plus rapide parce qu'on a plus d'auto variables, même si c'est quand même moins le cas qu'en 2008-2010. Il faut quand même le reconnaître. Ok. Oui, donc ça peut créer des opportunités de sociétés un peu prises à la gorge, obligées de vendre avec une décote ou autre. Oui, tout à fait. Dans les médias, on a entendu parler évidemment de la crise des SCPI, surtout sous l'angle de ces SCPI qui ont perdu 20-30%, pendant que d'autres augmentaient le prix de leur part, ce qui est quand même fou. Comment t'expliques vraiment cette grande différence, cette grande disparité qu'on a aujourd'hui entre des grandes SCPI, parfois
plus rigides et qui ont énormément souffert, d'autres plus agiles qui, au contraire, ont profité de cette crise? Déjà, il y a le sujet de la thématique d'investissement. Lorsque je suis monocentré sur une géographie et une thématique d'investissement trop précise, je m'expose en fait à un retournement de ce marché-là. Donc si je décide d'aller faire du bureau en Slovénie et qu'il n'y a plus de marché en Slovénie, c'est patatras, tout s'arrête. Donc plus la stratégie est étroite, plus elle est exposée en fait à une correction. Le deuxième peut-être problème qui peut exister, c'est que quand on collecte beaucoup dans un marché qui est chaud, qui est cher, évidemment on achète des immeubles avec des taux de rendement plus bas. C'est logique, hein. Parce que si j'achète une obligation d'État française à 0%, c'était le cas, hein, on achetait à 0% d'une obligation d'État France, finalement, acheter un immeuble à 3%, c'est 300 points de base de prime de risque, c'est pas mal. Et c'est vrai, objectivement, c'est pas mal. Ouais, sauf que ça peut rapidement se retourner. Voilà, sauf que quand les taux prennent 400 points de base de remontée, 4 points de pourcentage, évidemment, ce que vous aviez acheté à 3% de rendement, je parle d'un immeuble qui générait un rendement de 3%, si vous voulez le vendre demain, aucun investisseur va se contenter de 3% de rendement puisqu'il a une obligation d'État qui rapporte autant à côté. Donc il va dire, ok, moi je veux au moins 3% parce que c'est ce que j'ai au niveau de mes obligations sans risque, soi-disant sans risque, parce qu'un État peut toujours faire faillite, et je vais rajouter une prime de risque, je sais pas, 200 points de base. C'est-à-dire que ton immeuble là que tu as acheté à 3%, moi si je te le rachète, je veux qu'il me rapporte du 5%. Alors là vous sortez votre calculatrice, vous dites, c'est quoi la conséquence d'acheter un immeuble qui va générer 5% de rendement à un gars qui l'a acheté à 3%. En l'occurrence, c'est à peu près 25%, 30% de baisse de valo. C'est-à-dire que l'acheteur là, qui va dire je veux du 5%, il va exiger du vendeur 30% de baisse de prix. C'est comme ça que se construit la valeur des biens immobiliers. Après, il y a d'autres méthodes, mais ça c'est une méthode assez classique par le taux de rendement. Et donc l'immeuble, il n'a pas changé. Il y a les mêmes locataires, il est beau, tout va bien, il est au même endroit. C'est juste que le marché exige 200 points de base de prime de risque en plus. Et plus j'ai acheté mon immobilier avant 2022 à des taux de rendement bas, 3%, 4%, je suis allé sur des taux de rendement très bas, plus 200 points de base de prime de risque sur des rendements bas génère une décote extrêmement violente sur le prix. J'illustre mon propos, si vous achetez un immeuble à 8% de rendement en 2022 et que le marché en exige 10%, 200 points de base de plus de prime de risque. Passer de 8% à 10%, en fait, c'est un écart de valorisation d'à peu près 15%. Quand vous passez de 3% à 4%, c'est 25%, c'est 20-25% à peu près. Donc plus on descend bas dans les taux de rendement, et ça c'est un effet, il faut faire très attention, parce qu'on ne raisonne pas en multiples, on raisonne en taux de rendement, plus cet effet-là en fait est insidieux, c'est-à-dire que chaque point de pourcentage de taux de rendement exigé va générer des décotes très fortes. Donc une SCPI qui avait beaucoup investi en fait avant 2022, qui avait choisi des immeubles très bien, très qualitatifs, qui le sont tout le temps, mais dont le marché en fait estime que ça vaut 25% moins cher, faut pas s'étonner qu'elle valorise 25% moins cher. Si elle le faisait pas, elle ferait rentrer des investisseurs dans ces SCPI à un prix qui serait pas le bon. Donc c'est logique que la valorisation baisse. Donc il y a pas erreur, il n'y a pas mauvais investissement en tant que tel, c'est juste la correction du marché. Comment on fait pour éviter ce problème? C'est que, évidemment, si vous avez fait le choix de faire du bureau, dans les Docklands, c'est la défense en fait de Londres, en 2022, alors là, vous prenez un gadin de 50% sur les valorisations. C'est vraiment le mauvais endroit où il faut être. Ouais. Par contre, si vous avez acheté un petit immeuble dans les Docklands et que le reste est diversifié en Europe, et que vous avez fait de l'activité, un peu de logistique, un peu de commerce, le commerce qui était en bas de cycle en 2022 et aujourd'hui remonte, et peut-être que tout ça, dans la construction de votre portefeuille, fait que vous auriez eu une baisse beaucoup plus modérée de votre prix de part, de votre prix de part de la SCPI. Et on le voit, j'avais fait ma petite étude, alors il faudrait que je la réactualise parce que c'était fin 2023, mais ce que j'ai constaté, c'est que quasiment toutes les SCPI qui avaient des problèmes de liquidité, en fait, bizarrement, c'était les SCPI qui n'avaient pas réussi à franchir 5% de rendement après 2022. Parce qu'en fait, le client, il va se dire, à quoi bon acheter, comment on prend une SCPI à moins de 5%? Non, je vais plutôt prendre celle qui est à plus de 5% parce que j'ai ma prime de risque. Du coup, il délaisse ces SCPI-là. Or, une SCPI gère sa liquidité par les nouveaux entrants. S'il n'y a plus de nouveaux entrants, ceux qui sortent ne peuvent plus sortir, et donc il y a une crise d'illiquidité. Et donc ce seuil de 5%, en fait, il ne sort pas du chapeau. C'est juste taux sans risque, l'obligation d'État, obligation AAA, ou obligation corporate, en fait, investment grade, plus prime de risque. C'est à peu près 5%. Ceux qui étaient en dessous se font sanctionner, en fait, par des problèmes de liquidité et des baisses de valo. Tous ceux qui sont restés au-dessus ou qui sont restés pas loin de 6, bizarrement, ils ont passé la crise 2022 sans trop de difficultés. La clé, c'est la diversification géographique et sectorielle, ou alors, il faut reconnaître, avoir parié sur le bon segment de marché. C'est vrai que la logistique, l'activité a mieux traversé le trou d'air de 2022 que, par exemple, le bureau. Il faut quand même le reconnaître. Est-ce que tu peux expliquer la grande différence entre un locataire professionnel versus un locataire personne physique comme les gens peuvent avoir dans des biens immobiliers classiques, style j'achète un studio et je le loue à un étudiant? Bien sûr. Voilà, c'est pas du tout le même type de locataire. Et c'est aussi ça qui fait la force de la SCPI, je trouve. On s'expose en tant que particulier,
à un type d'immobilier qu'on n'a jamais à titre personnel. Évidemment. C'est l'immobilier professionnel. Est-ce que tu peux expliquer la force de cet immobilier professionnel et les différences? Il n'y a pas de fonds résidentiels en France. Très peu. Il y en a un, je crois, de mémoire. Et encore, il est assez particulier. Et finalement, les fonds résidentiels en France, quels sont-ils? C'est les CPI fiscales. Tout ce que je déteste. Voilà. J'aime pas du tout ces produits-là. J'ai rien contre les gens qui le font. C'est résidentiel, donc, dont les locataires, du coup, sont des particuliers. Exactement. Et pourquoi, en fait, j'aime pas ces produits-là? C'est qu'on n'achète pas un produit pour sa défisque. Moi, c'est mon principe. Ouais. On achète un produit parce que... On se rejoint, je pense. Parce que l'enveloppe dans laquelle je mets mon produit a un bénéfice fiscal. Par exemple, l'assurance vie, c'est un bon outil, en fait, d'un point de vue fiscal, transmission, etc. Mais je mets à l'intérieur des produits de performance absolue. Je ne mets pas des produits qui défiscalisent l'intérieur parce qu'on ne sait pas où part la défiscalisation. Généralement, elle part en inflation sur les prix. En France, le résidentiel, en fait, a été nourri à la défiscalisation, notamment Pinel, tous les dispositifs, et on en a fait des SCPI. Pourquoi je dis ça? Parce que ça décrit un peu le phénomène du bail résidentiel par rapport au bail commercial. Le bail commercial n'est pas du tout aidé. C'est une relation entre un investisseur institutionnel, la SCPI, et puis une entreprise. Équilibre des pouvoirs, rapport de force équivalent, c'est la loi du marché, on discute, on négocie, on signe. Les baux résidentiels sont en France et dans la plupart des pays d'Europe extrêmement réglementés. C'est-à-dire que, en tant que particulier, le bail peut durer 1 an, un institutionnel c'est 3 ans minimum. Un institutionnel à chaque fois va être traité de façon moins bonne, en tout cas en France, qu'un client particulier. Alors même que le client particulier, quand il a investi dans du logement locatif, il peut se retrouver avec des problèmes parfois insolubles pour récupérer son logement en cas d'impayé, etc. Code squat, etc. Ça peut être très protecteur pour les locataires et pas forcément pour l'investisseur. Exactement. Et on voit avec la pénurie de logements qu'on a tendance, en fait, dans tous les pays d'Europe à augmenter finalement la protection du locataire parce que l'offre est trop faible. Et donc, du coup, quand vous êtes un acteur institutionnel et que vous allez là-dedans, vous avez sans doute pas mal de coups à prendre. Deuxième facteur, c'est que les taux de rendement, en fait, exigés pour investir dans le résidentiel sont plus bas structurellement que les rendements commerciaux, tout simplement parce qu'il y a plus de monde qui investit sur le résidentiel, les investisseurs individuels, qui se disent « Oh bah chouette, je vais avoir 4% de rendement sur mon logement, mais t'as oublié que t'avais quand même 60% d'empreinte fiscale sur les revenus que tu vas toucher. Ah ouais, c'est quand même beaucoup. Donc ton 4%, c'est pas ça. Donc ça, on l'oublie. Parce que comme on l'investit nous-mêmes, on ne reconnaît pas parfois qu'on fait quelques erreurs de calcul. Alors que l'immobilier commercial, on va avoir des taux de rendement plus élevés, il y a moins de concurrence et on est plus dans une démarche finalement économique, un calcul économique, que sur le volet résidentiel où là, il y a tellement de réglementation, tellement de fiscalité, de contraintes, que finalement, l'économie, on l'a perdue. Donc, il n'y a pas de fonds résidentiels. En revanche, il y a certains pays d'Europe, encore une fois, plus d'obédience libérale dans la structure de leurs droits, notamment les pays anglo-saxons, où oui, là, il peut y avoir des stratégies d'investissement non résidentiel, parce qu'on peut avoir des baux longs, on peut avoir des baux dans lesquels les charges sont récupérables. Enfin, c'est une relation qui est plus équilibrée. Je ne dis pas qu'elle est mieux ou moins bien, j'ai aucun jugement de valeur. Et donc, on peut avoir des stratégies d'investissement dans le résidentiel. Une façon, finalement, de capturer la pénurie de logements qui génère évidemment de la valeur sur le long terme, c'est de faire du résidentiel géré. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. En fait, on confie à un opérateur un bail commercial. Donc là, il y a une relation équilibrée. Et puis ensuite, derrière, il y a des locations type hôtelière, au mois, à la semaine, voire à l'année, techniquement, avec des personnes physiques. Mais on ne rentre pas dans le cadre du bail résidentiel, ce qu'on appelle la loi de 89, en fait, sur ce type de produit. On reste dans un bail commercial. Et qu'est-ce qui se passe si un professionnel, locataire, ne paye pas ? Alors, le mieux, d'abord, c'est de négocier. C'est de trouver une solution de sortie avec le locataire parce que souvent, il a besoin d'un peu de temps pour se reconstruire, pour trouver une solution de sortie. Et il vaut mieux, en fait, composer avec le locataire plutôt que de dire, écoute, t'appuies sur le bouton, tu dégages. Mais il y a ce qu'on appelle des clauses résolutoires qui font que quand un locataire vraiment devient de mauvaise foi ou alors n'en peut plus, bien souvent, il y a un mandataire judiciaire qui vient régler, en fait, potentiellement la liquidation. Et là, c'est lui qui scelle le sort, en fait, de ce qu'advient le bail. Sinon, il y a ce qu'on appelle une clause résolutoire. En fait, on appuie sur un bouton, le locataire, en fait, est sans droit ni titre dans les locaux et là, il est expulsé automatiquement. Voilà. Faut pas en arriver là. Objectivement, ça, c'est vraiment quand on a une relation très dégradée avec le locataire et qu'il est de mauvaise foi. Mais généralement, ça, on négocie, on discute et ça se passe bien. Je profite de cette vidéo pour vous parler de S'Investir Conseil, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine que j'ai créé avec 2 associés, dans lequel on accompagne des chefs d'entreprise, des particuliers, dans la gestion de leur patrimoine de A à Z pour tout optimiser et aussi pour avoir accès aux meilleures solutions d'investissement comme des SCPI avec nos partenaires privilégiés, notamment Remake Live, mais pas que. Si vous souhaitez investir en SCPI, on a d'ailleurs une offre avec jusqu'à 3% de cashback pour les SCPI éligibles et on a accès vraiment aux meilleurs SCPI du marché. Si vous souhaitez être accompagné par S'Investir Conseil pour investir en SCPI, mais pas que, je vous mets un lien en description pour découvrir nos services. Pour les biens donc, que vous achetez avec Remake Live, quels sont les principaux critères ? Donc, tu m'as parlé de regarder le locataire, évidemment. Ouais.
Tu m'as parlé de la géographie, des secteurs, donc ça dépend aussi du contexte économique de chaque pays, de chaque situation et là où vous allez trouver les opportunités. Est-ce qu'il y a d'autres critères que vous regardez? Alors, il n'y a pas un critère principal par rapport aux autres, parce qu'en fonction du moment où j'investis et en fonction de la composition de mon portefeuille à un instant T, je vais plutôt privilégier un critère qu'un autre. Donc ça, c'est vachement important, parce qu'on gère un fonds, on gère un portefeuille. On gère... Juste sur le portefeuille, du coup, vous essayez toujours d'avoir un équilibre entre, j'imagine, bien prime, bien à rendement, pour composer, c'est ça, en fait, diverses typologies de rendement. Oui, alors nous, chez Remec, on donne la primauté, mais claire et nette, du fund management sur l'investissement. Je ne dis pas qu'il y a un métier qui est plus visible que l'autre, c'est pas ce que je veux dire. Et c'est simplement que comme un fonds ouvert collecte en permanence, a investi des choses dans le passé, en investit maintenant et en investira demain, tu imagines que ce qu'il faut, c'est à chaque fois piloter. On fait des cash flows consolidés de l'ensemble du patrimoine qui compose en fait cette SCPI. On vient rajouter plein de paramètres, des travaux, des hypothèses de départ de locataires, des hypothèses d'augmentation de loyer, de baisse des loyers, de hausse des taux. Enfin, on met plein d'hypothèses dans ce business plan global en fait du portefeuille qui vont déterminer des scénarios en fait sur la SCPI. Qu'est-ce qui va se passer si ça monte, ça baisse, etc. Donc, ce qu'il y a, c'est que pour démarrer d'un point zéro, pour savoir ce que je vais acheter demain, j'ai évidemment compilé en fait l'ensemble des données de mon portefeuille. Notamment, j'ai déterminé quelle est l'année pendant laquelle j'ai le plus de départs de locataires potentiels, des fins de baux. Parce qu'en fait, ce qui crée un accident dans une SCPI, c'est de se retrouver, je sais pas, avec la moitié de mon patrimoine où tous les locataires peuvent partir. Supposons qu'il y en ait même que la moitié de cette moitié, c'est-à-dire qu'on aurait quand même 25% du patrimoine qui serait vide à un instant T, autant dire que le dividende patatras. Donc là, par exemple, si je vois que j'ai une dent creuse dans mes revenus, je pense en 2030, peu importe, je vais éviter d'acheter un immeuble dont le principal locataire, gros, en fait, va pouvoir me péter dans les doigts en 2030. Donc, je vais basculer à l'après. Donc là, le paramètre principal, ça va être quelle est la maturité du bail. Est-ce qu'elle est différente de 2030 ? Okay. On fait la même chose pour l'endettement. On a peu de dette dans la SCPI, on a moins de 20% et on y restera à ces niveaux-là. C'est que si vous vous amusez à monter de la dette dont les échéances sont toutes au même moment et que le marché, en fait, n'est pas bon à ce moment-là, par exemple en 2022, pouf, vous retrouvez en fait à renégocier avec toutes les banques au même moment, et donc techniquement à faire face à des centaines de millions d'euros de refinancement. Comment je les trouve, ces centaines de millions d'euros, si les banques n'ont pas envie de refinancer, qu'elles ont un problème, supposons. Donc en fait, on évite aussi, dans cette gestion de portefeuille, c'est la gestion des risques, d'avoir des dents creuses aussi sur des sujets de financement. Pareil, on investit au Royaume-Uni, mais on ne va pas mettre 100% en fait, au Royaume-Uni sur une SCPI diversifiée. On sait que ça peut générer de la volatilité sur la valorisation, parce que j'ai le risque de change. Donc du coup, on va piloter aussi ce risque de change. On va se dire, on se met une limite sur tel ou tel risque de change. Donc, je n'ai pas un critère qui sera plus important que l'autre. On va aimer effectivement le rendement et le bail long. Ça, c'est quelque chose qui nous plaît, sur une contrepartie de qualité. Mais on va aussi avoir tout ce paramétrage. C'est de la gestion de portefeuille et c'est aussi l'investissement. Mais c'est d'abord de la gestion de portefeuille. On serait dans un fonds fermé, je te raconterai en fait tout ce que j'ai fait et tout ce que je vais faire. Je lève 100 millions d'euros, j'investis dans cette thématique à cet endroit-là. Oui, là, je vais te dire, j'ai acheté ça, ça, ça et ça, et j'achèterai ça. Je ferme le fonds, et là, je sais où je vais. Je peux raconter, en fait, l'histoire. Dans un fonds ouvert, on ne sait pas ce qui va se passer demain en termes de collecte, en termes de décollecte, et du coup, on fait une gestion de portefeuille, on consolide les flux et on gère les risques. Très intéressant, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément à ce pilotage des échéances, des baux, ainsi que du refinancement. Ouais. C'est très clair. Je voudrais maintenant qu'on parle de votre modèle sans frais de souscription. Donc, pourquoi vous avez choisi ce modèle-là ? Quel est l'avantage pour l'investisseur ? Pourquoi vous êtes parti donc, sur une SCPI sans frais ? Alors, c'est la deuxième fois qu'on commet ce méfait, parce qu'on a créé avec David la première SCPI sans frais de souscription ailleurs. Et donc, ça nous semblait assez naturel de recommencer en fait, sur un modèle sans frais d'entrée sur Remake Live. On n'a rien contre les SCPI à frais d'entrée. Il y a du pour, il y a du contre. Mais dans un fonds ouvert, en fait, il faut à la fois avoir une diversification de ses investissements, ça c'est fait. Mais on pense que finalement, dans la mesure où c'est un fonds où les associés peuvent sortir, parce que c'est un fonds ouvert, c'est un peu le principe, ils ne sont pas enfermés pendant 10 ans quoi qu'il arrive. On pense que là, il faut que la rémunération finalement du concierge de son patrimoine et la rémunération donc de la société de gestion, elle soit plus sur le temps et elle soit plus alignée avec les intérêts des investisseurs. Je m'explique. Quand vous investissez dans une SCPI qui a des frais d'entrée, que vous payez 10% de frais d'entrée. C'est la moyenne. C'est la moyenne, il y en a des plus, il y en a des moins, il y en a même beaucoup plus que ça. Et qu'au bout de 3 ans, vous vous rendez compte que finalement, erreur, mauvais investissement, j'en sais rien, ça peut arriver, ça peut arriver. Bon, trop tard, vous avez payé 10, voire même plus, %. Qu'est-ce que vous faites ? Vous sortez pas et vous attendez que ça passe. On voit bien que la rigidité en fait, que provoquent les frais d'entrée en fait, réduit la mobilité de ces investissements. Donc je ne suis pas en train de dire qu'une SCPI sans frais d'entrée est liquide, surtout pas, parce qu'on est dans un produit quand même qui reste fragile sur le niveau de la liquidité, on est dans une SCPI. Et donc du coup, ce qu'on veut dire, c'est que dans la SCPI sans frais d'entrée, on paye les frais de gestion et donc de distribution aussi longtemps qu'on est satisfait de la SCPI. Si au bout de 5 ans, je suis
plus satisfait de la SCPI, pour une raison ou pour une autre, je sors, à supposer qu'il y ait de la liquidité dans la SCPI, j'arrête de payer mes frais de gestion. Mais j'ai pas payé 10% il y a 5 ans. Voilà. Ce qui fait que le taux de rendement interne d'une SCPI sans frais d'entrée, donc la performance globale générée par le placement qu'on a fait dans la SCPI, est bien supérieure sur une SCPI sans frais d'entrée au début parce que j'ai pas commencé à payer 10% pour voir. Faut pas oublier que moi j'ai regardé un peu précisément en Europe, je ne connais pas un seul produit d'épargne qui exige de payer 10% de frais d'entrée pour voir. Pour voir. C'est-à-dire, commence par me payer 10%, je te dirai que ça va bien se passer. Moi je connais pas ça. Attention, si on a un fonds fermé, je trouve ça complètement opportun de faire payer des commissions à l'entrée parce que là, on va finalement rémunérer le conseil d'un fonds qui est fermé. Du coup, le conseil, il est au début. Il n'est pas pendant toute la durée de vie du fonds. Une fois que tu es entré dans le fonds, tu vas jusqu'au bout. Donc ça sert à quoi de rémunérer finalement un conseil qui n'a plus lieu d'être? Conclusion, dans un fonds fermé, oui, des frais d'entrée, ça me semble opportun. Est-ce que c'est 10%? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça me semble opportun parce que le conseil est au début. Dans un fonds ouvert, le conseil doit être donné aussi longtemps que le client est investi. Et l'alignement d'intérêt entre le CGP, la société de gestion et le client final, à mon avis, il est bon parce que je ne paye mes honoraires, mes fees, mes commissions, qu'aussi longtemps que je suis investi et pas plus. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on voit les choses. Donc, comme la SCPI Remeclave est une SCPI ouverte, on a choisi plutôt le modèle sans frais d'entrée. Voilà. J'imagine quand même pour limiter les va-et-vient dans votre SCPI, c'est aussi pour ça que vous avez mis quand même des frais de sortie dans les 5 premières années. Absolument, tout à fait. Et d'ailleurs, ce mécanisme, il a été utilisé quelques rares fois en fait, depuis qu'on a lancé la SCPI. L'idée, c'est de pas en faire un produit monétaire parce que c'est vrai qu'on a 3 mois de délai de jouissance plein, premier jour du 4e mois, ce qui n'est pas beaucoup. On a beaucoup d'SCPI qui d'ailleurs affichent des taux de distribution très élevés grâce au délai de jouissance pour partie, il ne faut quand même pas se mentir. Nous, on a 3 mois de délai de jouissance plein, ça veut dire qu'on pourrait être tenté de dire, tiens, je vais faire du remake pendant 2 ans, puis je vais sortir. Non, on n'est pas dans un fonds liquide, surtout pas. Donc si tu veux sortir à 25 ans, tu payes 5%. Voilà, c'est la pénalité. Oui. Sur les courtes périodes, évidemment, on comprend que sans frais de souscription, le TRI, donc la performance globale, va être plus importante qu'une SCPI avec des frais de souscription. Je pense que tu me rejoins aussi de dire que la SCPI, ça reste un produit long terme. Je crois qu'en moyenne, une SCPI est détenue 20 ans. L'idée, quand on regarde une SCPI, c'est de regarder de toute façon le TRI global, donc la performance globale qu'on peut avoir sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et là, on peut avoir effectivement des sociétés de gestion qui facturent des frais de souscription, mais qui peuvent se rattraper par une très bonne gestion. Dans le même temps, si on a on va dire le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire pas trop de frais, et une très bonne société de gestion, là on est peut-être sur le meilleur monde dans les SCPI. Exactement. J'ai envie de dire de toute façon le juge de paix c'est la perf. C'est que si au bout de 20 ans, la performance délivrée par la SCPI qui a des frais de gestion plus élevés, je rappelle que le taux de rendement est net de frais de gestion, te semble toujours opportun, mais quel est l'intérêt d'aller sortir pour aller investir dans un autre produit et payer 10% de frais d'entrée? Ça n'a pas de sens. Donc en fait, le juge de paix, c'est la perf. Si je suis content de ma perf nette de frais, je reste. Donc voilà, c'est uniquement ça qui joue. Très clair. Je rappelle, performance passée préjuge pas des performances futures, mais depuis votre création, vous avez versé plus de 7%, ce qui est quand même très, très honorable par an donc de rendement. Et je rappelle aussi qu'il y a 2 moteurs de performance d'une SCPI. C'est donc le taux de distribution, donc les loyers qu'on va percevoir en tant qu'investisseur, et éventuellement la valorisation du prix départ. Oui, qui peut aller à l'inverse aussi parfois. Il faut toujours en fait s'intéresser lorsqu'on choisit une SCPI à la société de gestion, à ce qu'elle veut vendre, etc. Mais quand même faire un tour en fait sur le DIC, document d'information client, qui est un truc pas facile à lire, je le reconnais. Mais là-dedans, il y a une petite information qui est assez intéressante. En fait, c'est la performance long terme prévue par la société de gestion sur la SCPI, qu'on décompose en fait, comme tu le disais, en fait, en rendement et valorisation. La somme des deux fabriquant en fait un TRI. Donc bien évidemment, quand les premières années, alors nous on a fait 7,5 dans ces eaux-là, très bien, on est content, c'est le market timing qui veut ça. On pense que les taux vont baisser dans le futur, donc c'est-à-dire que ce qu'on va investir en fait rentrera un tout petit peu moins que ce qu'on a pu acheter par le passé, c'est la vie, c'est comme ça. Et donc du coup, techniquement, le taux de rendement pourrait baisser. Je n'ai pas dit qu'il le ferait, mais il pourrait baisser. Donc finalement, à quoi on se raccroche? Est-ce qu'on peut considérer que Remake, c'est toujours 7% de vitam aeternam? Non, on va regarder ce qu'il y a dans le DIC et on regarde quelle est la perf. Nous, ce qu'on dit, c'est que sur le long terme, sur 10 ans, la performance en fait annuelle de cette SCPI, c'est 6%, dont 5,5% de taux de distribution. C'est comme ça qu'on a construit notre business plan. C'est comme ça qu'on l'a fait. Il se trouve qu'aujourd'hui, on bat notre performance. Mais regardez, je vous donne un conseil, de bien regarder le document d'information client. C'est pas parce qu'on a 10% de rendement une année que c'est pas écrit 5% en fait sur le long terme. C'est ça qu'il faut regarder. Voilà. Ouais, très clair.
D'ailleurs, c'est une question, évidemment, je pense que tu vas peut-être me dire que personne n'a de boule de cristal et que ça dépendra évidemment de la conjoncture économique, des taux, etc. Mais quand même envie de poser la question, verser 7% par an, est-ce que c'est soutenable, tu penses, sur les années à venir? Alors après, quand on regarde les performances sur 40 ans des différentes classes d'actifs, il y a l'Institut de l'épargne immobilière et foncière qui fait ses calculs, qui les actualise chaque année et qui classe en fait par différents produits obligataires, foncières cotées, SCP, etc. Je crois que si ma mémoire est bonne, sur le dernier reporting qu'ils ont fait, on est à 7,4% annualisé sur 40 ans. Sur la Ça, SCPI. c'est la performance globale, c'est valo plus rendement. Je n'ai pas la décomposition entre le rendement et la valorisation. On peut estimer que la valo, c'est au maximum 1%. Donc on doit être entre 5 et 6 de rendement moyen sur 40 ans généré par une SCPI. Les performances passées, je ne suis pas des performances futures, mais on peut se dire que vu que sur 40 ans, on a eu des cycles hauts, des cycles bas, ça doit donner un bon indicateur. Ce qu'on regarde aussi, c'est que la performance en fait en moyenne des SCPI par rapport aux autres classes d'actifs, elle est intermédiaire entre les actions, qui sont plus rentées mais plus risquées, c'est-à-dire volatiles, et puis les obligations investment grade, donc les bonnes obligations, qui sont moins rentées, mais en général moins volatiles. Donc on est vraiment à une situation intermédiaire entre ces deux classes d'actifs, ce qui fait que 7%, c'est peut-être un peu waouh, il y a un effet marché, il faut quand même le reconnaître, et qu'on devrait converger vers des taux, à mon avis, plus bas en moyenne dans un futur proche, d'autant plus que les taux d'intérêt, les taux directeurs, baissent, continuent de baisser, devraient continuer à baisser, et donc on devrait avoir un prix de l'argent qui devrait baisser. Ça veut dire que concrètement, je m'endette moins cher. Si je m'endette moins cher en tant qu'investisseur, je peux acheter un immeuble plus cher pour le même niveau de performance. Donc en fait, la dette moins chère va générer une appréciation des valorisations immobilières et donc une baisse des taux de rendement. Ça devrait être le cas. Alors je voudrais qu'on parle aussi de quelque chose qu'on retrouve chez Remake Live et qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est votre poche sociale. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi vous avez aussi fait ça dans Remake Live? On a un parcours avec David et un certain nombre d'associés directeurs dans la société, de grosses sociétés. Il y a eu des démarches depuis 15 ans sur le volet ESG, environnemental, social et gouvernance. C'est quoi? C'est de dire la finance c'est bien, mais si elle pouvait être utile, ce serait encore mieux. Et donc du coup, on va rajouter un filtre de sélection dans les investissements de ces grosses sociétés de gestion. On va exclure tout ce qui n'est pas bien, vraiment pas bien. Et puis on va essayer de sélectionner vraiment ce qui est à la fois performant et aussi bon pour l'environnement, bon d'un point de vue social, etc. Donc il y a eu des démarches qui se sont construites petit à petit. On est arrivé en France sur le label ISR, investissement socialement responsable. Donc c'est un label d'État, certifié, qui dit mon investissement en fait, alors ça dépend si on est en immobilier, en valeur mobilière, mais grosso modo, j'investis performant, mais j'investis bien aussi. Et donc j'abandonne potentiellement une partie de la performance, c'est généralement le cas, pour investir mieux. Voilà, ça c'est l'ISR. Donc, quelles sont les obligations typiquement du label ISR? Qu'est-ce que ça vous impose? Alors en fait sur les valeurs mobilières, c'est un label qui existe depuis beaucoup plus longtemps que sur l'immobilier, on était essentiellement sur des listes d'exclusion, c'est-à-dire que j'excluais les industries par exemple pétrolières, la pornographie, les armements à sous-munitions, etc. Donc on avait des zones d'exclusion. Et puis aussi certains en fait excluaient des investissements dans lesquels il y avait des controverses. A fortiori ce sont des sociétés qui sont dans des pays gris ou noirs, d'un point de vue GAFI. Donc du coup, on avait ce filtre en fait qui excluait. Dans l'immobilier, ce n'est pas que, mais c'est davantage ce qu'on appelle le best in progress, c'est-à-dire que j'achète un immeuble à un instant T et je m'engage en fait à l'améliorer sur le volet E, environnemental, S, social, c'est-à-dire son utilisation, etc. Et G, gouvernance, c'est l'usage qui est fait de l'immeuble, le locataire en fait. J'essaie d'agir sur le locataire pour améliorer l'usage de l'immeuble. Okay. Et donc du coup, on doit amener en fait les immeubles à une meilleure performance ESG, pour avoir son label ISR qui est donné en fait pour 3 ans et audité tous les ans. Comment tu vois les SCPI d'ici les 3 prochaines années? Est-ce qu'il va y avoir des gros changements sur ce modèle ou même dans le monde de l'épargne? Alors, à tous ceux qui ont voulu les assassiner, ces pauvres SCPI, je vais leur dire, elles vont continuer en fait d'exister, elles vont subsister, elles vont même se développer, je pense. Je pense que le traitement des SCPI qui ont des problèmes de liquidité va prendre du temps. Parce que il faut du temps pour comprendre, accepter. Il faut du temps aussi pour que les taux directeurs qui commencent à baisser, même au Royaume-Uni, parce que l'inflation en fait est jugulée. S'il y a une baisse des taux directeurs, toute chose égale par ailleurs, il devrait y avoir une valorisation de l'immobilier, théoriquement. Donc c'est pas totalement inenvisageable que des immeubles qui ont été maltraités à cause de la hausse des taux redeviennent bien traités du fait de la baisse des taux. D'ailleurs, les nouveaux entrants qui sont arrivés dans le marché, les nouvelles SCPI lancées à partir de 2022, qui ont acheté donc dans le bas du cycle, normalement elles devraient tirer parti, peut-être potentiellement vigoureusement,
de la baisse des taux d'intérêt qui est en train de se dessiner. Alors, on retournera jamais à des taux directeurs à 0%, enfin moi je pense. Voire négatif. Oui, parce qu'il y a quand même des tels monceaux de dettes, enfin ça paraît en fait assez illusoire, mais néanmoins, passer de 4 à 2, déjà 4% à 2%, c'est déjà un bel écart, et donc du coup ça pourrait contribuer à valoriser l'immobilier de façon générale. Ce qui va m'intéresser à moyen terme, donc ceci étant dit, sur le traitement des SCPI qui ont pu avoir des difficultés sur la liquidité, c'est plutôt l'environnement réglementaire et juridique des SCPI. Les SCPI, en fait, sont des produits assez frustres techniquement, puisqu'elles ont pendant très longtemps été interdites de faire des choses, pour des raisons idéologiques sans doute. Et depuis le mois de septembre de l'année dernière, en fait, elles sont désormais autorisées à faire ce que font tous les autres fonds de valeurs mobilières, obligations, actions, c'est-à-dire de faire des catégories de parts. C'est-à-dire que je vais pouvoir, au sein d'une SCPI, créer une catégorie de parts qui distribue. Par exemple, si je suis investi en direct sur la SCPI, c'est bien d'avoir des revenus. Ça tombe bien, je paye les impôts, donc c'est quand même pas mal d'avoir les revenus en face. Mais si je suis en assurance vie, je peux aussi avoir une part qui capitalise. Ça, c'est pas mal, parce que du coup, j'ai en fait un système de réinvestissement de mes dividendes automatique au sein de l'assurance vie sans avoir à traiter la fiscalité que j'ai en direct. Donc intérêt composé, en fait, qui capitalise dans la SCPI. Et je le vois dans ma perf, c'est visuel, c'est-à-dire que les dividendes sont investis, je vois le ballon gonfler. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Techniquement, en fait, c'est pas encore faisable, parce qu'il y a encore des modifications à faire au niveau de la réglementation. Je parle pas de la loi, mais de la réglementation, donc on est côté AMF. Mais ça va sans doute un peu bousculer certaines choses. Ça va être intéressant de voir ces SCPI à deux catégories de parts. Alors, il y a eu d'autres modifications qui ont été apportées. Il y en a une qui n'a pas pu être apportée, c'est un petit peu dommage, mais je pense que ce sera dans le futur. C'est que les SCPI ne peuvent pas décimaliser leur part. Alors, ça veut dire quoi concrètement? C'est que si demain, tu as 1 000 € investis dans une SCPI et que la part, elle vaut 333 €, ça va être compliqué, en l'occurrence 300 € plutôt, ça va être compliqué d'acheter un nombre unitaire de parts. Il faudra que ma part soit fractionnée. En l'occurrence, ici, je devrais acheter 3,5 parts. Enfin, je n'ai pas fait le calcul, mais un truc comme ça. On ne peut pas. Dans les SCPI, on achète un nombre de parts. Alors certains ont réussi à faire passer en fait le système par des schémas qui sont un peu complexes à gérer. Nous, ce qu'on voulait simplement, c'est que la loi dise oui, une SCPI peut décimaliser ses parts, et donc on pourrait notamment faciliter les opérations de réinvestissement de dividendes, c'est-à-dire que si je touche 5 € de dividendes ce mois-ci, j'ai une fraction de part supplémentaire qui est investie sur ces 5 €, alors que dans un modèle non décimalisé, je suis obligé d'avoir atteint un certain nombre de dividendes pour investir dans un nombre unitaire de parts. C'est pénible. Il y aura toujours un petit solde en plus, j'imagine. Oui, il y a un rompu qui sera conservé dans un compte ad hoc et qui ensuite alimentera en fait pour la prochaine distribution. Voilà, c'est ça. Donc c'est compliqué, c'est de la tatouille, c'est pas très agréable en fait à faire. Puis ça permet aussi d'investir en montant. C'est-à-dire, je vais investir 1 000 €, je vais pas investir 3 parts, je vais investir 1 000 €, quoi. Voilà. Donc ça, ce mécanisme-là, il n'a pas été retenu, mais je pense que ça devrait pas tarder dans le futur. Il y a un autre mécanisme aussi qui est prévu, qui pourrait arriver, c'est ce qu'on appelle LTIF 2. Alors pourquoi 2? Oui, il y a eu un en fait, European Long Term Investment Fund. Et en fait, ce sont des fonds qui ont été imaginés juste après la crise financière par l'Union européenne, qui étaient de dire, on a l'épargne en France des clients particuliers qui est importante, il faudrait en fait faire en sorte qu'elle soit davantage fléchée vers les actifs réels. Par exemple, l'infrastructure, le private equity, l'immobilier, ça ne les intéressait pas trop à l'époque parce qu'ils considéraient que, à tort, comme l'immobilier c'est un actif inerte, c'est un actif de rentier, donc il ne faut surtout pas en fait aider à ce que des produits d'épargne fassent de l'immobilier. On voit comme le raisonnement. Évidemment, ce qui devait arriva, LTIF 1 n'a pas marché parce que l'Union européenne a construit une usine à gaz qui était absolument incompréhensible. Seuls quelques produits sont sortis, ça n'a pas marché. Donc on a fait LTIF 2. LTIF 2 qui a fait tomber plein de contraintes techniques de gestion, qui fait qu'aujourd'hui, potentiellement, une SCPI peut devenir LTIF 2. Alors il y a quelques petites contraintes, mais on va les mettre de côté. Et en fait, qu'est-ce que ça offre en fait, LTIF 2? Et ça va révolutionner, je pense, le marché du non-coté. Si tu prends des ETF aujourd'hui, je suis sûr que tous tes ETF ils sont soit irlandais, soit luxe. C'est à peu près le cas. Bizarre, pas d'ETF français. Il y en a un petit peu. Ouais, mais on est d'accord que c'est quand même la portion congrue. Donc ils sont tous à l'étranger pour plein de raisons techniques, etc. Et du coup, bizarrement, on ne peut pas souscrire un fonds luxembourgeois qui investirait dans l'immobilier en Slovénie. Tiens, on reprend la Slovénie. J'ai rien contre eux. On ne peut pas, parce qu'en fait, les fonds immobiliers destinés à la clientèle particulière, domiciliés à l'étranger, doivent obtenir un visa de droit local, donc émis par l'AMF, en fait, pour pouvoir être commercialisé en France. Autant dire que ça la croix et la bannière, parce qu'un fonds de droit luxembourgeois ou un fonds de droit slovène, évidemment, il ne sera pas compatible à tout ce que prévoit le régulateur en France. Donc pour ça qu'il n'y a pas d'interpénétration de fonds d'épargne non cotés en fait étrangers pour la clientèle retail, la clientèle individuelle comme nous en France. Ça, LTIF 2 peut faire sauter le bouchon en disant, dès lors qu'un fonds destiné à la clientèle particulière en France est adressable à des clients français, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas à un client allemand. Évidemment, il faut montrer patte blanche.
On obtient ce label LTIF et là, on peut passeporter en fait le produit et le vendre techniquement à l'étranger. Il y a plein évidemment de difficultés à passer, mais ça veut dire aussi une chose, c'est que si nous, Français, on va pouvoir commercialiser peut-être plus facilement à l'étranger nos produits immobiliers, c'est aussi des pays étrangers qui vont pouvoir venir en France avec une offre retail de nouvelle génération. Donc il est tout à fait possible demain qu'on voit des fonds de droit luxembourgeois destinés à une clientèle retail qui cochent évidemment les cases d'LTIF et puis qui viennent en concurrence avec les SCPI. Ouais, tout à fait. Donc ça, à mon avis, ça va changer le paysage des SCPI. Moi, je suis super fan parce que ça va créer plus d'excitation. Peut-être qu'on va sortir du biais rendement de la SCPI et qu'on va s'intéresser à sa performance globale, à son TRI, parce que les fonds luxembourgeois, ils vont arriver avec des hypothèses de TRI et non pas de distribution. Donc ça va peut-être remettre l'église au milieu du village. Il n'y a pas que le rendement, il y a aussi le TRI. Donc ça va rebattre les cartes. Pas demain, peut-être après-demain et sans doute en fait dans le futur lointain. Ok, donc, il va falloir à suivre. Voilà, affaire à suivre. Ça va être intéressant à suivre. Donc des fonds européens sur le non-côté. Ouais. Il y aura plus d'offres, plus de concurrence aussi. Private equity, infrastructure, dette et immobilier. Donc ça va être intéressant effectivement pour le particulier qui aura plus de supports accessibles. Donc exactement. Ça peut effectivement rebattre les cartes. Affaire à suivre. Maintenant, j'aimerais qu'on passe aux questions de la communauté. Alors, on a annoncé qu'on allait te recevoir et on a reçu des questions. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur Instagram. On met des stories des fois pour récupérer vos questions. Tu n'es pas conseiller en gestion de patrimoine, mais peut-être que tu as des conseils. Quels conseils pour un investisseur qui débute en SCPI ? Nous, c'est vraiment important dans notre démarche, c'est qu'on ne fait pas de distribution en direct. C'est-à-dire que non, si vous appelez chez Remake, on ne va pas vous dire oui, bien sûr, vous pouvez souscrire dans la SCPI, c'est super, parce que, on n'a pas envie de prendre le risque de conseil. Ouais, de conseil. Voilà, c'est pas notre métier. 2, ça coûte pas plus cher aux clients. Il faut bien comprendre que l'investissement dans une SCPI est tout frais compris, y compris les frais qui sont éventuellement rétrocédés aux distributeurs, aux conseillers en gestion de patrimoine. Donc du coup, ça coûte pas plus cher en fait aux clients d'investir à travers en fait le conseil d'un conseiller en gestion de patrimoine que d'investir en direct. Donc il n'y a pas d'avantage économique à le faire. Donc, ça n'a pas vraiment de sens. Donc pour nous, c'est un risque réglementaire. Pour le client, ça n'apporte rien de plus. Peut-être qu'il aura un cashback, j'en sais rien, mais on parle de quoi ? 1%, 2%, enfin de quoi parle-t-on ? Sur un investissement long terme, ça n'a aucun sens. Donc du coup, on fait que de l'intermédiation, donc on est uniquement distribué par des conseillers en gestion de patrimoine. Et du coup, moi je rebalance la question, c'est qu'en fait pour moi, cette démarche-là, c'est est-ce que la SCPI est pertinente pour toi en tant qu'investisseur par rapport à ton âge, tes projets, ta situation maritale, tes enfants, etc., transmission, objectifs, tout ça. Ouais. Moi, je donne juste un couteau. C'est pas moi qui vais me servir du couteau, quoi. Après, tu coupes ce que tu veux avec, mais simplement, je t'offre ce produit-là. Mon boulot, c'est de faire de la perf. Mon boulot, c'est quand même de comprendre, évidemment, comment le client va être mangé d'un point de vue fiscal. Et donc, je vais essayer de faire en sorte que mon produit soit le plus accessible, dans le plus de supports possible, le plus de distributeurs, pour faciliter cette démarche. Mais après, derrière, est-ce qu'il faut faire plus de remake et moins de SCPI X ? Pour moi, ça, c'est au CGP justement d'avoir cette approche. Très clair. Tu parles d'ailleurs de l'assurance vie. Donc, Remake était accessible sur l'assurance vie. Vous en êtes sorti. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi et est-ce qu'un jour, on pourrait revoir Remake Live sur l'assurance vie ? Alors, on est toujours en assurance vie. C'est simplement que les assureurs vie, en fonction de leurs propres règles internes, limite d'emprise, limite de risque immobilier au général, etc., en fait, choisissent d'ouvrir ou de fermer et c'est leur choix. Voilà, c'est leur choix. Mais donc, ce qui est arrêté à un moment donné se réouvrira de l'autre plus tard. Donc, nous, on a la chance, entre guillemets, d'être... Entre guillemets, c'est une vraie chance d'être en assurance vie. Quand j'ai entre guillemets, c'est que c'est vrai qu'on est quasiment les seuls aujourd'hui à pouvoir être massivement présents en assurance vie. Donc, l'assurance vie, oui, ça va et ça vient. Ça vient en fonction de l'assureur, donc il peut limiter en fonction de son taux d'emprise. Voilà. Mais c'est pas dit que ça rouvre pas. Ah oui, c'est une évidence. Très clair. Quelle est la plus grande idée reçue sur les SCPI que tu aimerais démonter ? C'était la question d'un abonné. La SCPI, c'est pas que de l'immobilier, c'est avant tout de la gestion de portefeuille. Comme je disais, je trouve qu'on ne le met pas assez en avant, mais on a tendance à dire ce qui a été acheté, d'afficher le taux de rendement, de dire je fais de l'IMO, je fais de la santé, ouais très bien, mais en fait on ne parle pas assez du portefeuille qui a été constitué, des risques qui sont à l'intérieur. Donc moi ce que j'ai envie de démonter, j'essaie de le faire régulièrement, c'est que c'est avant tout du fund management, de la gestion de fonds, de la gestion des risques. On n'en parle pas assez de ça. Donc j'aimerais bien qu'on juge finalement les SCPI non pas sur le taux de rendement du dernier investissement qu'elle a fait, mais plutôt sur le profil de son portefeuille et les risques en fait qu'il porte. Et du coup, pour un investisseur, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Il faut qu'il aille voir le report annuel, le trimestriel ? Non, parce que ça va lui donner les performances passées. C'est-à-dire qu'il va se dire super, le portefeuille il est bien aujourd'hui, mais est-ce qu'il sera bien demain ? Et souvent, c'est une question de confiance en fait. C'est de dire, mais est-ce que les nanas et les gars qui sont à la tête de cette boîte, ils savent gérer ? Est-ce qu'ils ont fait des investissements malins ? Est-ce qu'ils ont accès au marché ? Est-ce qu'ils sont mobiles ? Est-ce que la société de gestion n'est pas dans un carcan en fait qui l'empêche en fait d'aller dans un pays dans un autre ? C'est
ça, à mon avis, qu'il faut juger. C'est l'agilité, en fait, de la société de gestion des gérants de fonds. Je pense que Donc c'est leur là-dessus. positionnement et leur politique de gestion. Exactement. Si on a en face de nous une société de gestion qui a des collaborateurs qui sont issus du monde réglementé, de l'assurance vie, de l'investissement immobilier, de la gestion de fonds, techniquement, ça doit mieux se passer que si on a des gens qui ont créé une société de gestion qui n'ont pas ce passé-là, quoi. Parce qu'il y a des pièges partout. Voilà. Ouais. Voilà. Mais par contre, regardez la performance future à partir de l'existant. Waouh, ça c'est vraiment... Ouais, je dirais warning. Il y avait d'ailleurs une question, quelle est selon toi la pire erreur dans l'investissement en SCPI ? C'est de faire tapis sur les SCP en général. C'est-à-dire qu'on entend souvent, je lis dans les forums, dans les vidéos, des commentaires en disant « Ouais, moi je mets tout en SCPI, c'est génial ». Pas du tout, quoi. Enfin, c'est qu'une fraction de son investissement qu'on met dans les SCPI, et d'ailleurs dans l'immobilier en général. J'exclus la résidence principale qui est... Pour moi, je pense, un truc très important dans la constitution de son patrimoine au départ. Mais derrière, l'immobilier, locatif, SCPI, ça ne doit être qu'une diversification, quoi. C'est une partie. Et on ne fait pas tapis sur un produit. On en prend plusieurs. Enfin voilà, on ne fait pas 100% remake. Il faut arrêter, quoi. On n'en fait qu'un bout. Alors évidemment, si c'est pour faire 5 000 €, ça ne sert à rien de faire 1000, on est d'accord. Là, il y a un moment donné, ça ne sert plus à rien. Mais sur des tickets importants, on diversifie en fait son placement parmi plusieurs sociétés de gestion. C'est peut-être pas mal ça aussi. Très clair. D'ailleurs, on avait fait une vidéo avec un autre gérant sur les SCPI et c'est vrai qu'en commentaire, il y avait quelque chose qui revenait. Je ne sais pas quelle est ta réponse d'ailleurs par rapport à ça, mais à quoi sert d'aller chercher du 7% sur des SCPI quand on peut, historiquement, aller chercher du 10% sur des ETF en bourse. Ouais. Je pense que c'est c'est un des axes de réponse déjà, c'est diversifier en fait. On peut 100% en bourse, c'est aussi une erreur. Évidemment, puis il faut quand même pondérer tout ça de la volatilité, c'est-à-dire du risque. Donc il y a quand même un risque de perte en capital d'un côté qui est plus élevé que de l'autre, même s'il y a des SCPI qui ont aussi beaucoup perdu de valeur, ça je dis pas le contraire. Mais il faut quand même ajuster la performance des risques. Et du facteur liquidité aussi, c'est important. Donc c'est le triangle, performance, risque, liquidité. On ne peut pas avoir les trois. Un produit qui vous vend les trois, c'est un produit qui ment. En revanche, un produit peut peut-être en avoir deux. C'est-à-dire volatilité, performance, ça c'est les actions. Par contre, immobilier, c'est peut-être pas très liquide, mais c'est performant, c'est pas très volatile. Donc j'ai deux côtés du triangle sur trois, mais on n'en a jamais trois. Donc voilà, donc il faut composer. C'est ton boulot de composer ce portefeuille, c'est pas le mien. Parfait. Non, mais on fait des vidéos aussi, guide complet, SCPI, etc. On explique tout ça, mais c'est bien d'avoir aussi l'avis du gérant derrière. C'est toujours intéressant, je trouve. Parfait. Alors, on va faire un petit exercice sympa, juste c'est donc des questions-réponses rapides. Juste tu réponds en un mot ou une phrase maximum, et puis après on peut revenir sur tes réponses si tu le souhaites. Ouais. La philosophie de Remake Live en une phrase. Alors, nous, on ne veut pas révolutionner l'épargne, on veut la rendre utile. Qu'est-ce qui fait la force de Remake ? Ce qui fait la force de Remake, c'est les femmes et les hommes qui la composent. C'est avant tout une histoire de personnes. Pourquoi investir dans une SCPI aujourd'hui ? Alors, pas n'importe quelle SCPI, mais une SCPI qui joue avec des balles neuves, c'est-à-dire en fait un patrimoine qui est récent, acheté depuis quelques années, depuis 2022. Pourquoi c'est intéressant ? C'est pouvoir capturer un bas de cycle. Diversification sectorielle ou géographique ? Les deux, mon capitaine. Il faut vraiment faire les deux, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Bureau ou commerce ? Les deux. Agnostique, les deux. En fait, plus que ça. Et même plus que ça. Et on va surtout là où les autres ne veulent pas aller. Généralement, c'est un bon indicateur de performance future. Immobilier en France ou au Royaume-Uni ? Tactiquement Royaume-Uni, j'exclus pas de revenir en France. Mais tactiquement Royaume-Uni. Aller en dehors de l'Europe, est-ce possible pour Remake ? C'est tout à fait possible. Est-ce que c'est opportun ? On a un des plus grands marchés au monde. C'est déjà un beau bac à sable. Un secteur dans le marché de l'immobilier qui est sous-estimé selon toi ? Le bureau. En fait, il faut toujours aller là où les autres ne veulent pas aller. C'est là où il y a les meilleures affaires à faire. C'est intéressant ça. Quelle est la taille moyenne d'un actif chez Remake Live ? La taille médiane, elle doit être autour de 15 millions d'euros à peu près. SCPI small cap ou big cap ? Plutôt un biais small cap. Pas trop big cap parce que une big cap n'est plus très manœuvrante. Alors c'est la signature de cette émission, Secret d'investisseur. Tu vas nous donner... je ne sais pas si tu as réfléchi à un petit secret d'investisseur. Avant tout, est-ce que, alors c'est une question qu'on aime bien poser, le côté skin in the game, donc est-ce que toi qui es gérant de SCPI, est-ce que toi aussi, à titre personnel, t'investis dans les SCPI ? Alors moi, je suis un peu plus âgé que toi, donc je suis dans une situation où j'ai commencé à constituer mon épargne depuis un certain temps. J'ai commencé à investir en SCPI il y a peut-être 5-6 ans. Mais je ne l'ai pas fait très jeune parce que j'avais ma résidence principale, la formation, l'éducation de mes enfants à payer, etc., les écoles. Et donc j'ai commencé seulement il y a 5 ans. Et je me fixe comme horizon à peu près 10% d'allocation sur l'immobilier non coté. Et j'ai aussi un peu d'immobilier coté, ce qui devrait m'amener à peu près à 15% de mon épargne. Ok. Et est-ce que tu es toi-même investisseur de Remake Live ? Oui, en assurance vie.
Parce que bon, voilà, c'est le choix. Est-ce que je le fais en direct ou pas? Il y a des considérations fiscales. Je pourrais le faire en nue propriété, pourquoi pas. Je pourrais aussi percevoir les revenus, mais la fiscalité est quand même très forte, même s'il y a des revenus de droit étranger. Gros avantage de l'assurance vie, c'est qu'on n'a pas les petits tracas des déclarations d'impôts, le pilotage à faire en direct. Donc c'est vrai que j'ai un petit biais pour l'assurance vie. Oui, ça capitalise tant que tu ne retires pas, il n'y a pas de déclaration à faire. Même si ça coûte plus cher, parce qu'il y a les frais de contrat, évidemment. Ouais, ça peut, d'un côté, ça peut être gommé par une fiscalité plus clémente. Oui, absolument. Est-ce que tu veux nous dire comment, sinon, tu investis ton argent, à part l'immobilier? Alors, on fait abstraction de la résidence principale, qui est le premier, pour moi, le socle de la composition de son patrimoine. J'ai à peu près 25% en actions, une quinzaine de pourcentages en fait en immobilier non coté et de foncière cotée. Donc, on arrive à 40. Les 60% restants, on va à peu près avoir 15% de produits monétaires à court terme. Et le solde, en fait, en produits obligataires, notamment des produits de type... je suis assez souvent investi en ETF pour simplifier, en fait, ma démarche, mais j'ai aussi des titres vifs, ouais. Mais voilà, c'est à peu près la composition de mon portefeuille. Des titres vifs obligataires? Des titres vifs, pardon, sur le côté, sur les actions, sur les côtés Okay. actions, absolument. Et du coup, est-ce que tu as un conseil, un secret, un mantra que tu gardes en tête pour bien investir? Là, enfin, c'est la force des intérêts composés, quoi. C'est que plus j'épargne tôt, pas forcément SCPI, mais dans toute chose, après, ça dépend de son âge, de ses perspectives, mais plus j'épargne tôt, plus la force des intérêts composés fait qu'on constitue un capital potentiellement colossal, même sans trop d'efforts. Donc il faut s'astreindre, en fait, à épargner dès le plus jeune âge. Sa maison, c'est une forme d'épargne, mais au-delà, c'est vraiment très, très puissant. Il faut le faire jeune, pas perdre de temps. Investir le plus tôt possible et faire du temps son allié. Ok. Exactement. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Mathieu.